Bonjour Madame la Ministre, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au Sénat et devant cette mission d'information qui est filmée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Bonjour chers collègues. Merci de continuer à être aussi présent, à assister aux auditions de cette mission d'information. C'est rare, et je le dis pour vous, Madame la Ministre, que dans une mission d'information, l'essentiel du groupe soit encore là à la fin, ce qui montre tout l'intérêt que le Sénat a porté à cette mission d'information. Je fais mon ouvrage de président en rappelant que c'est une mission d'information qui a été demandée par le groupe Union centriste du Sénat et que c'est Monsieur Laurent Lafont, président de la Commission de la Culture, qui en est le rapporteur. Cette mission avait deux grands objectifs. Le premier, c'était de faire un bilan de la façon dont étudiantes et étudiants ont vécu, parfois douloureusement, nous en avons pris conscience, cette crise pandémique, et puis ensuite, au-delà, porter une réflexion plus systémique sur les conditions de la vie étudiante et les façons de les améliorer. Au fur et à mesure de nos auditions, qui ont été nombreuses, longues, parfois très suivies sur les réseaux et notamment les réseaux sociaux, le Sénat a innové. Il y a des problématiques qui nous sont apparues comme tout à fait essentielles, et notamment celle de la relation importante entre État, établissement d'enseignement supérieur et collectivité. Et vous l'avez ressenti, Madame la Ministre, lors de la récente discussion sur la proposition de loi ticket restaurant, où cette problématique que nous n'avions pas absolument identifiée au départ s'est affirmée avec force. Je ne veux pas aller plus loin dans mon propos liminaire et donner tout de suite la parole à Monsieur le Président, le rapporteur, qui va vous poser quelques questions pour introduire ce débat. Je vous laisserai ensuite la parole, puis mes collègues vous poseront des questions auxquelles vous pourrez répondre de façon globale. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous sommes heureux de vous recevoir. C'est la dernière audition de ces semaines de travail de cette mission, et évidemment pour nous c'est extrêmement important de vous entendre sur un certain nombre de points. Alors cette mission de la vie étudiante, comme son nom l'indique, se préoccupe de tout ce qui tourne autour des conditions d'études des étudiants. Alors il ne s'agit pas de parler des cursus, à proprement parler, mais tout ce qui fait qu'un étudiant est facilité ou au contraire peut être mis en difficulté dans son parcours d'enseignement supérieur, que ce soit à l'université ou dans d'autres établissements. Et quand on dit cela, évidemment, on pense à la question des revenus, on pense à la question du logement, on pense à la question de l'alimentation et aussi à celle qui est liée de la santé. Un certain nombre de thématiques dont la crise du Covid a montré que le phénomène de précarisation dont on parlait avant le Covid avait des concrétisations sur ces quatre domaines, et que, évidemment, les pouvoirs publics devaient s'interroger sur la façon d'accompagner les étudiants en difficulté. Me permettre de poser quelques questions au préalable, et je suis sûr que nous aurons l'occasion par la suite de revenir sur un certain nombre de points. D'abord, évidemment, ça nous intéresserait de savoir quel bilan vous faites des mesures exceptionnelles qui ont été mises en œuvre pendant la crise. Je ne vais pas en faire la liste, je pense que vous le redirez, mais un certain nombre d'actions ont été mise en place par le gouvernement pour lutter contre cette précarisation. Donc évidemment, quel regard vous en tirez, et quel regard, c'est à travers cela, c'est de s'interroger aussi sur quels sont les dispositifs mis en place pendant la crise qui pourraient être prolongés une fois cette crise sanitaire terminée. Je voudrais revenir sur 3 points qui sont à nos yeux importants sur cette vie étudiante. D'abord, la question des revenus.
Nous avons noté que le 4 décembre dernier, à l'occasion d'un entretien dans le média en ligne Brut, le président de la République a indiqué qu'il envisageait une amélioration du système de bourse. Puis, lors de sa visite du campus à l'université Paris-Saclay, toujours très bien représenté dans cette mission, le 19 janvier dernier, il a annoncé une réforme des bourses sur critères sociaux. Bien sûr, nous souhaiterions savoir où vous en êtes de cette réflexion. Est-ce qu'un calendrier a été fixé et surtout, dans quelle direction envisagez-vous de faire évoluer le système de bourse? Deuxième aspect qui concerne directement la vie étudiante, la question du logement. On sait que vous êtes engagé sur un plan 60 000 logements étudiants et qu'à l'horizon 2022, l'objectif des 60 000 ne sera pas probablement atteint. Certes, il y a un effet de la crise sanitaire, mais sans doute pas que. Et évidemment, nous voudrions savoir où vous en êtes dans le déploiement de ce plan et comment expliquer les retards, si vous nous confirmez qu'il y a des retards, et surtout comment vous envisagez de redynamiser, une fois encore cette crise terminée, la construction de logements étudiants là où il y en a besoin. Dernière question que je voulais vous poser, c'est sur la question de la santé. Santé en général, mais en particulier santé psychologique. Les services de santé universitaires et les bureaux d'aide psychologique ne sont pas accessibles à l'ensemble des étudiants et leurs moyens sont souvent sous-dimensionnés pour répondre à la demande. Tension qui a été évidemment fortement aggravée par la crise sanitaire. Or, les besoins de santé des étudiants, notamment en santé mentale, ne vont pas s'éteindre définitivement et totalement avec la fin de la crise sanitaire. Donc, on voulait bien sûr vous interroger sur quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez pour améliorer l'accès aux soins des étudiants, que ce soit par une offre spécifique à l'intérieur des établissements ou que ce soit à travers une articulation avec la médecine de ville. Voilà quelques-unes des grandes questions que nous voulions vous poser. Madame la ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Sénateur Lafont, Monsieur le Président de la Mission, Monsieur le Sénateur Ouzoulias, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi dans le cadre des travaux de la mission d'information sur les conditions de la vie étudiante que vous avez initiée en février dernier. Et vous remercie aussi d'avoir accepté que nous décalions la date de cette audition, puisque je devais accompagner le Premier ministre à l'étranger. Je crois que la semaine dernière, nous avons déjà eu l'opportunité d'aborder un petit peu ce sujet majeur à l'occasion de l'examen de la PPL visant à la création d'un ticket restaurant étudiant à l'initiative du sénateur Lévy. Et je crois que c'est important que nous puissions prolonger ces échanges qui étaient constructifs, car à travers la question de la précarité alimentaire qui a été posée, c'est en réalité un sujet infiniment plus vaste que nous devons aborder. Et la précarité alimentaire fait écho aux discussions que nous allons avoir cet après-midi. L'un des effets de cette crise, j'ai eu l'occasion de le rappeler jeudi dernier, a été de remettre les conditions de vie et de bien-être étudiant au centre des préoccupations du pays. Et je crois qu'au fil des mois, des témoignages, des images, des témoignages parfois bouleversants de nos étudiants, c'est bien l'ensemble de nos concitoyens qui ont pris conscience que la vie d'un étudiant ne se résume pas au cours qu'il suit. Ils ont pris conscience que, effectivement, son logement, sa santé, son budget, ses pratiques culturelles, ses pratiques sportives, ses liens sociaux, tout ce qui régit son quotidien, eh bien, conditionne aussi très largement le succès dans ses études. Et au fur et à mesure que nos concitoyens entraient quelque part dans la peau des étudiants, la question de ces conditions de vie, la question de ce bien-être, prenait de la place dans le débat public, et je suis vraiment très heureuse de cette visibilité nouvelle que je trouve tout à fait nécessaire et salutaire. Cette mission d'information que vous avez lancée, elle participe pour moi de cette prise de conscience collective et d'une volonté d'objectiver cette réalité qui est remontée à la surface médiatique, mais qui est en réalité une vérité plurielle, parce qu'il n'existe pas une condition étudiante, il existe une diversité de situations, d'histoires, de profils, et c'est très difficile de tenter de standardiser tout cela. Et donc je suis vraiment très heureuse que le Sénat se soit saisi de ce sujet complexe,
parce que les conditions de vie étudiantes et leur rôle dans la réussite des étudiants, c'est pour moi une priorité sociale et sociétale. C'est une conviction que je porte depuis 2017, depuis que je suis arrivée à la tête du ministère. Ma première préoccupation a été de sortir la vie étudiante de la périphérie des politiques publiques. On l'avait souvent reléguée avec une forme de déni, en considérant que ça ne faisait pas partie des déterminants essentiels pourtant, à mon sens, de l'égalité des chances. La loi orientation et réussite des étudiants a mis pour la première fois l'amélioration des conditions de vie des étudiants comme un levier majeur de leur réussite, au même titre que l'orientation, au même titre que la personnalisation des parcours. Et le plan étudiant a permis d'agir sur toutes les dimensions de la vie étudiante. D'abord en matière de santé, avec l'affiliation au régime général de sécurité sociale, qui a grandement facilité l'accès aux soins et qui a diminué significativement le coût des études, puisque c'est 218 € de moins par an que les étudiants ont à payer. De nouvelles actions aussi pour transformer les services de santé universitaires en centres de santé et pour y avoir des consultations en médecine générale, en médecine spécialisée au plus près des étudiants. De nouvelles actions pour promouvoir des comportements favorables à la santé, pour lutter contre les addictions, qui ont été menées dans le cadre de la création de la conférence de la prévention étudiante et du service sanitaire étudiant. En faisant le pari, comme souvent d'ailleurs, c'est un pari qui fonctionne, que la prévention par les pairs et la co-construction de ces outils de prévention par les étudiants eux-mêmes était la meilleure façon de les impliquer. Et c'est le rôle des étudiants relais santé, qui sont aussi maintenant présents dans les établissements, et qui donnent un premier niveau d'information en répondant aux questions de leurs camarades et en menant des opérations de sensibilisation et des campagnes d'information. Sur le plan de la vie des campus, la création de la cotisation vie étudiante et de campus a permis d'injecter 140 millions € supplémentaires par an chaque année au service de la culture, au service du sport, au service de la santé, au service des initiatives étudiantes, sans évidemment que cela ne pèse sur le portefeuille des boursiers. Pour accompagner cela, nous avons mieux reconnu et valorisé l'engagement des étudiants, que ce soit comme volontaires en service civique, comme bénévoles dans une association, en leur octroyant des crédits, en reconnaissant les compétences acquises par ces expériences, ou en augmentant l'indemnité des volontaires en service civique pour tous les étudiants boursiers. En matière de logement, nous avons simplifié le parcours résidentiel des étudiants en levant l'obstacle de la caution avec la garantie Visale. Et puis, nous nous sommes lancés dans la dynamique de construction qui avait été initiée par le plan 40 000. Nous avons essayé d'améliorer le pilotage en mettant en place des observatoires territoriaux du logement étudiant, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de construire, mais il fallait construire là où on avait des besoins identifiés. Et en accélérant la rénovation des résidences, notamment des résidences Crous, pour que les chambres de 9 mètres carrés sans douche ni cuisine appartiennent définitivement au passé. En matière de soutien financier, nous avons aussi amélioré les choses en instaurant le paiement à date des bourses sur critères sociaux. Alors ça a l'air d'une évidence, mais ça n'était pas le cas auparavant. Et puis en créant une nouvelle aide à la mobilité d'un montant de 500 € pour encourager les jeunes qui le souhaitent à rejoindre des lieux de formation parfois éloignés de chez eux et auxquels ils renonçaient pour des questions financières. Au-delà de la prise en charge de la majeure partie du coût de la scolarité par la solidarité nationale, c'est plus de 2,3 milliards € chaque année qui permettent d'aider les étudiants les plus vulnérables au travers de tout un éventail d'aides qui vont des bourses sur critères sociaux aux bourses au mérite. Nous avons aussi facilité l'emploi étudiant dans les établissements et dans les Crous, parce que ce sont des emplois qui deviennent compatibles avec la réussite étudiante, en limitant le nombre d'heures par semaine et en leur offrant des emplois qui sont quelque part en lien avec leur campus, en lien avec justement la vie étudiante. En simplifiant les formalités administratives, en mettant toutes ces offres sur JobAvise, en créant des emplois aussi, comme nous avons pu le faire cette année, avec un recrutement massif de tuteurs ou de référents en cité universitaire. Plusieurs indicateurs laissaient à penser que ces efforts commençaient à payer. On avait 90% du parc du Crous qui est aujourd'hui rénové grâce à l'effort qui a été engagé pour
le transformer et le moderniser, nous atteindrons 95% du parc du Crous rénové à l'horizon 2024. 26 centres de santé ont été créés dans les établissements. Et la dernière enquête de l'Observatoire de la vie étudiante, juste avant la crise, disait que les étudiants étaient plus satisfaits qu'auparavant, justement, de la vie étudiante, plus optimistes et moins exposés aux difficultés financières. Et puis la pandémie est arrivée et elle a rebattu les cartes en rompant tous ces équilibres subtils de la vie étudiante. L'équilibre financier, de ceux qui dépendaient d'un petit job, d'un stage rémunéré, l'équilibre social, avec une communauté privée des rencontres, des échanges, des expériences collectives, qui sont essentielles en réalité à la fois pour se construire et pour apprendre. L'équilibre mental aussi d'une jeunesse qui, en se confinant plus qu'aucune autre classe d'âge, a enduré dans la solitude les incertitudes de la crise et la peur du lendemain. Alors pour endiguer cette dégradation brutale, nous sommes venus en renfort sur tous les fronts en essayant de toucher vraiment tous les étudiants et en conjuguant des mesures à la fois financières et des actions très concrètes. La montée en puissance des aides ponctuelles, le doublement des aides d'urgence, en les rendant accessibles à tous, une attention particulière aux boursiers, la revalorisation des bourses sur critères sociaux, un versement exceptionnel de 150 € au mois de décembre 2020, des mois de bourse supplémentaires, chaque fois qu'il y avait report d'examen ou report de stage, le maintien à minima de tout ce qui était sous notre responsabilité, avec le gel des frais d'inscription, l'élargissement des prêts d'études garantis par l'État, la compensation de la perte des petits jobs, avec le versement d'une aide exceptionnelle de 200 €, la création de 20 000 emplois, l'accès facilité aux produits de première nécessité, avec le ticket à 1 € pour tous les étudiants à partir de janvier, la distribution de protection périodique gratuite, puis contre la souffrance psychologique. Nous avons doublé le nombre de psychologues dans les SSU, facilité l'accès aux soins avec un dispositif en ligne. Et puis pour lutter contre l'isolement, nous avons renforcé aussi l'accompagnement social avec le recrutement de 60 assistants sociaux supplémentaires dans les Crous et puis des 1600 référents étudiants dans les résidences. Cette période, elle a été très éprouvante, très intense, mais également très riche en expérimentation et en initiatives solidaires et aussi en innovation. Et ça a été vu au niveau national, mais aussi au niveau local. Et je n'ai pas évoqué toutes les mesures qui ont aussi été prises directement par les établissements d'enseignement supérieur pour aider leurs étudiants à s'équiper, l'engagement exceptionnel, vraiment, je le répète, du CNUS et des Crous, dont les résidences n'ont jamais fermé, les personnels ont toujours été là, ils n'ont jamais hésité à faire autre chose que ce qui est prévu normalement dans leur fiche de poste pour accompagner les étudiants, et je les remercierai jamais assez. Et puis un lien très étroit aussi, un travail très étroit avec les collectivités. Et je crois que c'était vraiment une solidarité au service de notre jeunesse, et je crois qu'on peut en être tous extrêmement fiers. Je veux aussi souligner l'exceptionnelle mobilisation des étudiants eux-mêmes, du tissu associatif. C'est les étudiants qui ont été à chaque instant présents pour les autres, qui ont aussi inventé des solutions. Et le rôle de mon ministère a été de les soutenir en finançant leurs actions. Et c'était très important aussi pour eux, dans cette période très compliquée, d'avoir la fierté de pouvoir agir pour leurs camarades. Et je crois que c'était aussi le moment de leur redire à quel point je souhaitais leur rendre hommage. Alors, on commence à entrevoir la sortie de la pandémie. Il faut effectivement qu'on tire les leçons de cette année hors norme, qu'on arrive à faire la part entre ce qui est contextuel et ce qui est structurel, de façon à pouvoir avoir des réponses durables au-delà des mesures d'urgence. Donc, j'ai demandé à un groupe de travail que j'ai installé le 28 mai dernier de mener les consultations les plus larges possibles pour préparer la rentrée. Ce groupe de travail mobilise tout le monde, les ministères, les collectivités territoriales, et je dis les ministères parce qu'évidemment on parle de tous les étudiants, quel que soit le ministère de tutelle de leurs établissements, les collectivités territoriales, donc les établissements bien sûr, les Crous, les personnels, les étudiants eux-mêmes.
Il faut qu'on arrive à construire ce plan d'action pour la rentrée 2021. Il faut à la fois réparer ce qui a été abîmé et puis il faut essayer de tirer quelque chose de positif. Pour ça, je leur ai demandé de s'intéresser particulièrement à 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de la normalisation, si je puis dire, des dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place. Quel en est le bilan, quels sont les retours d'expérience et qu'est-ce qu'on doit en faire et comment est-ce qu'on doit soit les prolonger, soit les transformer pour qu'ils soient utiles. Et c'est vraiment essentiel. Le deuxième, c'est, et ça a été vraiment encore, là encore on en parle tout le temps, on le dit tout le temps, mais ça a été tellement visible, c'est le problème de l'accessibilité et de la visibilité des aides. Les étudiants ne savent pas toujours ce à quoi ils ont droit. Les critères sont variables entre les aides d'État, les aides locales, les aides des établissements. C'est extrêmement compliqué. Alors, on a mis en place, pour ce qui concerne l'ensemble des aides d'État, un simulateur d'aide sur la plateforme Un jeune, une solution. Mais on voit bien qu'il y a des inégalités territoriales dans l'accès à certains services. Alors, on a évoqué la semaine dernière la question de la restauration. On a aussi la question des services de santé. Et là, il faut aussi qu'on tire parti de l'expérience qui a été faite avec la plateforme dématérialisée de consultation par des psychologues. On a aussi de la télémédecine. Voilà, comment est-ce qu'on peut avoir une offre partout sur tous les territoires, mais il faut vraiment travailler ce sujet aussi. Le troisième sujet, qui est aussi pour moi directement lié au précédent, c'est la complémentarité des initiatives et la coordination de l'ensemble des acteurs engagés. Alors, s'il y a bien une chose dont tout le monde m'a parlé pendant cette crise, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Il y avait, ça existe, des Crous qui ne parlaient pas à leur université. Il y avait des BAPU qui ne connaissaient pas les services de santé. Il y avait des associations étudiantes qui n'avaient jamais travaillé avec les collectivités territoriales. L'échange a été extrêmement intense, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que tout le monde portait la même ambition. Et la collaboration a été exceptionnelle entre le ministère et les présidents d'université, les acteurs locaux, les collectivités, les Crous, les SSU, les équipes pédagogiques, les équipes administratives, les associations, les organisations étudiantes. Vraiment, chacun a été au rendez-vous dans son champ d'action respectif, avec une forme de complémentarité, les Crous prenant en charge certains besoins des étudiants, les établissements d'autres besoins, donc pas de redondance, vraiment des choses qui à chaque fois fonctionnaient. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de précieux qu'on doit absolument continuer à porter en pérennisant finalement ces espaces de dialogue et de coordination dans les territoires. Et c'est l'enjeu des conférences territoriales de la vie étudiante qui ont été lancées en décembre 2020 et qui vont se poursuivre de manière à ce que l'on garde cette dynamique d'échange et de coordination et de mise en visibilité du sujet de la vie étudiante sur l'ensemble des territoires. Tout ça, ça entrelace les problématiques de logement, de restauration, de santé, de réussite, de socialisation. Et finalement, tout ça, ça donne enfin une vision réelle de ce qu'est un étudiant et une approche globale de ce qu'est un étudiant, ce qui pour moi est évidemment la clé de l'enseignement supérieur. Donc nous devons garder ce cap et pour ça on doit relever, il me semble, 2 grands défis. Le premier, c'est vraiment celui des conditions d'études. Il faut continuer à les moderniser pour les inscrire dans la durabilité, dans l'innovation, dans la solidarité. C'est des campus mieux équipés. Personne ne sait si on n'aura pas de nouveau à recourir à la formation à distance. Mais de toutes les façons, on pourra utiliser ces équipements pour aussi d'autres formes de pédagogie, même si, je l'espère, on ne sera plus jamais dans la situation qu'on a connue au printemps et à l'automne dernier. Des campus plus écologiques aussi. C'est très important pour les étudiants, ça fait partie de leurs convictions, de leur motivation. Et donc, c'est 1,3 milliard d'euros du plan de relance qui ont été consacrés au financement de plus de 1000 projets de rénovation énergétique, d'équipement pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, pour la vie étudiante, pour les restaurants universitaires, les logements, etc. C'est quasiment un doublement du contrat de plan État-région 21-27.
Je le disais, il faut que nous sachions tirer le meilleur parti du numérique pour enrichir les pédagogies et redonner toute sa force au présentiel, hein, que les choses soient claires. Nous préparons une rentrée en présentiel. Mais d'abord, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on a appris à être extrêmement prudent. Et puis surtout, on s'est rendu compte aussi que la technologie, la formation à distance, le numérique pouvaient aussi enrichir les enseignements. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on forme mieux et plus les enseignants-chercheurs qui le souhaitent et qui veulent développer cette pédagogie. Je dirais que en ce moment, quand j'en parle avec les établissements ou avec les étudiants, le rapport est ambigu vis-à-vis des technologies numériques. D'un côté, tout le monde est bien conscient que c'est grâce à elles et parce qu'on a déjà investi plus de 35 millions d'euros pour soutenir l'hybridation des formations, que la continuité des parcours a été assurée. D'un autre côté, voilà, je crois que autant les profs que les étudiants sont un petit peu saturés des formations à distance et elles sont tellement associées au délitement du lien social que voilà, la situation le rapport est un peu ambigu. Donc il faut qu'on dépasse ça et il faut qu'on regarde ce que les technologies numériques ont à offrir et ne plus les considérer juste comme un palliatif à l'enseignement en présentiel. Moi, je suis convaincue qu'elles sont un véritable atout pour la personnalisation des apprentissages, pour aider à lutter contre l'échec, parce qu'on avait aussi des étudiants qui disaient un cours d'1h30, je pouvais y passer 7 heures, parce que j'arrêtais dès que je ne comprenais pas quelque chose et j'allais chercher. Alors évidemment, c'était terrible pour les yeux, le dos, le moral, voilà. Mais d'un autre côté, voilà, disposer aussi de cours en ligne, c'est aussi la possibilité de pouvoir y revenir, les approfondir, etc. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc nous avons lancé une stratégie d'accélération qui est financée par le programme d'investissement d'avenir qui s'appelle Enseignement et numérique. Je crois que c'est aussi des outils qui sont essentiels pour la formation continue, pour la formation tout au long de la vie, et on doit aussi les penser dans cette dynamique. Et puis c'est ce qui nous a permis aussi d'ouvrir des tiers-lieux, comme les campus connectés ou les campus du CNAM, qui ont aussi permis, alors à la fois aux étudiants éloignés des métropoles universitaires et qui ne pouvaient pas ou ne souhaitaient pas parfois se déplacer, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, mais qui ont aussi été très utiles aux étudiants qui avaient rejoint leur famille dans des endroits parfois isolés, mais qui avaient à proximité un campus connecté, et qui donc finalement allaient suivre les cours en ligne de leur université dans un contexte où il y avait quand même du lien social. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a aussi probablement des choses à faire avec ça. Donc évidemment, ne pas tout baser sur les innovations technologiques, mais néanmoins essayer de tirer profit de tout ce qui a été créé, construit pendant cette période compliquée. Et puis, il y a un autre axe, mais celui-là, j'allais dire, il doit être général, c'est vraiment celui de la bienveillance. Je crois que ce qui fait la grandeur de l'enseignement supérieur, c'est sa capacité à être universel, sa capacité à faire que chacun se sente à sa place et s'épanouisse, quelle que soit son histoire ou son projet. Et ça évidemment passe par le respect inconditionnel des autres. Voilà, aucune place ni à la discrimination, ni au harcèlement, ni à la maltraitance. Et on voit que l'actualité des derniers mois a montré que les violences sexistes et sexuelles existaient à l'université comme ailleurs et qu'elles devaient être combattues là aussi avec la plus grande fermeté. Donc nous avons lancé un plan de lutte contre ces phénomènes. Il sera dévoilé cet été. Il va s'appuyer sur la formation des personnels, sur la formation des étudiants, sur la professionnalisation des dispositifs de signalement, sur la communication et la valorisation des initiatives étudiantes. Et puis on va aussi y associer un volet juridique pour qu'on puisse aussi accompagner les jeunes vers le signalement à la justice et pas simplement avoir de l'empathie pour eux, mais aussi, j'allais dire, être efficace.
Tout ça sera articulé aux actions qui sont conduites et qui ont été démarrées auparavant dans le champ des études de santé, pour contrer aussi une souffrance qui peut avoir de nombreuses causes, y compris la pression psychologique, notamment sur les lieux de stage. Et comme on avait commencé à travailler avec les étudiants en santé là-dessus, en fait, on va généraliser ce dispositif. Donc c'est vraiment tolérance zéro pour les méconduites, les agressions, l'attention à l'autre, la solidarité, le lien social. La vie étudiante a été fragilisée pendant ces longs mois de crise. C'est pour ça que j'ai vraiment défendu avec beaucoup de force le fait que les étudiants puissent retourner au moins un peu sur les campus dès janvier, un petit peu plus à partir de février, que surtout ce retour ne soit pas interrompu avec le 3e confinement. Donc aujourd'hui, le défi, c'est de penser des protocoles qui permettent une rentrée 100% en présentiel, anticiper quand même le pire, c'est-à-dire continuer à renforcer les équipements et les formations, mais aussi donner un nouveau souffle à la vie étudiante. Je crois qu'ils en ont à la fois besoin et envie, et tirer parti de toutes les adaptations qui ont été trouvées pendant la crise, avec les étudiants qui doivent jouer eux-mêmes le premier rôle dans cette renaissance de la vie étudiante. Et voilà, le plan d'action pour travailler là-dessus, sur tous les sujets, est maintenant en route. Pensez aussi aux étudiants en situation de handicap. Leur effectif a quadruplé en 15 ans dans l'enseignement supérieur. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi, avec Sophie Cluzel, nous avons installé au mois de mai le Comité national de suivi de l'université inclusive. Et là aussi, finalement, on s'est rendu compte que la formation à distance et un certain nombre de types de pédagogie pouvaient mieux accompagner ces étudiants lorsqu'ils en avaient besoin. Et on travaille donc sur ce continuum. Donc c'est un regard panoramique sur des parcours étudiants aux dimensions multiples, mais tout interconnectées, que nous devons réussir à conserver à l'issue de cette crise. Encourager les acteurs à travailler ensemble, remettre l'étudiant au centre des dispositifs, lui redonner du pouvoir d'agir, et puis dépasser peut-être des représentations. L'étudiant, ça n'est pas un élève de 20 ans. L'étudiant, ce n'est pas un lycéen qui a vieilli. L'étudiant, c'est un jeune adulte en activité, en quête d'autonomie. Et c'est aussi cette réalité que nous devons garder à l'esprit pour refonder l'ensemble de la façon dont nous allons repenser la vie étudiante, faire de cette crise finalement une opportunité et faire du moment des études un véritable levier d'émancipation et de réussite pour l'ensemble de notre jeunesse. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je retiens votre forte formule qu'un étudiant, c'est pas un lycéen qui a vieilli, et j'aimerais vous dire qu'un sénateur, c'est pas un élu qui a vieilli non plus. Voilà. J'ai des demandes de prise de parole. Donc, dans l'ordre, Stéphane Piednoir, Christian Redon-Sarrazy, Laure Darcos, Sonia de la Provôté, Monique de Marco pour l'instant. Stéphane Piednoir, sénateur du Maine-et-Loire. Chers collègues, c'est à vous la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je suis ravi, comme mes collègues, évidemment, que l'on puisse terminer ce cycle d'audition par vous-même et vous entendre, évidemment, sur l'ensemble des mesures qui ont été déployées. Il faut le reconnaître, nous le faisons, même si on peut toujours considérer qu'on peut faire plus, mais évidemment, le sujet, on a bien observé l'ensemble des aides qui ont été déployées et qui ont contribuer à une forme de continuité pour les étudiants qui, on se souvient tous, à l'annonce de ce premier confinement, qui quittaient massivement leur logement dans les cités universitaires. Et on n'imaginait pas à l'époque que la durée de ce mode dégradé serait si longue. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des annonces que vous avez faites. Je note les conférences territoriales et le questionnement sur la pérennisation de ces aides. Je voudrais faire juste deux focus. Le premier sur la qualité des campus. On a, dans une table ronde, auditionné l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France. Et cette table ronde, cette audition a révélé que la qualité des campus est perfectible, évidemment, mais au-delà de ça,
seulement 17% des étudiants considèrent que les campus des universités françaises constituent un véritable atout, sans doute qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour les moderniser, pour en faire des vrais lieux de vie, je vous ai entendu là-dessus tout à l'heure, un tiers du patrimoine, et le patrimoine universitaire est extrêmement important, un tiers est dans un état assez déplorable en réalité. Donc ma question c'est, faut-il envisager un nouveau plan campus ? Vous avez parlé beaucoup du logement, hein, j'ai entendu tout à l'heure 90, puis un objectif de 95% du parc Crous qui va être rénové, mais ce n'est pas que le logement étudiant, vous le savez très bien, mais faut-il un plan campus ? Faut-il un circuit d'évolution qui soit accentué, un processus de dévolution ? Les universités le réclament pour certains. Faut-il aussi envisager de nouveaux outils pour mener de nouvelles politiques publiques, par exemple pour la rénovation des bâtiments universitaires ? Et le deuxième focus, c'est sur la santé mentale, ou en tout cas sur l'accompagnement. Évidemment, je ne vais pas revenir sur les mesures, les référents, les psy universitaires, le dispositif santé psy étudiants, évidemment, dont les étudiants ont pu se saisir, mais on va avoir des primo-entrants à l'université qui vont avoir 2 années en mode dégradé, voire très dégradé. À titre personnel, j'aurais été partisan d'un retour en présentiel un petit peu plus précoce et un petit peu plus massif. En tout cas, pour ces étudiants, ces primo-entrants, quel type d'accompagnement envisagez-vous pour leur entrée dans l'enseignement supérieur, y compris au niveau académique, parce qu'évidemment, les parcours au lycée ont été extrêmement perturbés. Je vous remercie. Merci. Maintenant, je cède la parole à Christian Redon-Sarrazy, sénateur de la Haute-Vienne. Merci, Madame la Ministre, pour donc cette intervention et le rappel de tout ce qui a pu être fait tout au long de cette année pour donc nos étudiants. Vous l'avez dit, et cette mission le montre bien, la situation des étudiants, en particulier leurs conditions de vie, sont essentielles dans leur réussite, mais donc effectivement il y a là des facteurs exogènes à l'université, le logement, la santé, la culture, le sport, etc. Mais il y a aussi des facteurs, je dirais, endogènes, en particulier les conditions de réussite des étudiants, et ces conditions de réussite qui sont, je dirais, l'objectif premier, la réussite c'est l'objectif premier de tous ceux qui s'inscrivent à l'université. Elles dépendent pour beaucoup des moyens que les universités sont en capacité de mettre donc pour la formation, en particulier les taux d'encadrement. Aujourd'hui, permettez-moi d'être inquiet sur les moyens alloués, en particulier sur les postes d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, notamment eu égard aux besoins supplémentaires qui sont apparus avec la Covid, en particulier en termes d'innovation pédagogique, qui nécessairement appelle de nouveaux moyens matériels. On a beaucoup avancé là-dessus, mais des moyens aussi en ingénierie. Il y a eu des réponses qui étaient antérieures à la Covid. Beaucoup d'appels à projets, tous les ex, IDEX, ICIT, etc. Les nouveaux cursus universitaires qui avaient permis déjà d'avancer dans l'innovation pédagogique, mais avec un certain nombre d'inégalités. Moi, ma question aujourd'hui, c'est est-on sûr que tous les étudiants de tous les territoires, qu'ils soient à Thionville, à Tarbes, à Tulle ou à Vichy, auront accès aux mêmes moyens, notamment en termes d'innovation. Il y a aujourd'hui des magnifiques expériences. Je citerai celle de Strasbourg, qui a été pionnier là-dessus, qui a des learning labs, qui a des moyens en termes de pédagogie qui sont remarquables. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Et le problème de l'appel à projet, c'est que tous n'ont pas été lauréats. Un certain nombre sont restés sur le bord de la route. Et que sera-t-il fait pour que ces sites, ces composantes, ces universités soient mises à niveau? D'autant que l'effet pervers de l'appel à projet, c'est qu'il y a une prime à ce que j'appelle les déjà servis. C'est-à-dire que souvent, les appels à projets, c'est des moyens d'ingénierie qui donnent un avantage concurrentiel à ceux qui ont été les premiers lauréats pour candidater sur de nouveaux appels à projets.
Merci. Je cède la parole à Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne et du plateau de Saclay et autres lieux circonvoisins. Chers collègues, c'est à vous. J'ai commencé par vous rendre tous extrêmement jaloux. Demain, nous réunissons 300 jeunes collégiens du plateau de Saclay en direct avec Thomas Pesquet toute l'après-midi. Et donc, c'est juste exceptionnel. Donc, je manquerai ça pour rien au monde. À 13h30 précise, nous serons en relation avec lui. Voilà. Donc, je suis ravie pour les étudiants et pour les collégiens. Madame la ministre, on avait le temps d'ailleurs d'échanger. Moi, cette mission m'a passionnée. C'est vrai que j'ai essayé vraiment d'être assidue au maximum sur plein de sujets. Alors, je ne vais pas revenir sur l'aspect forcément santé, avec peut-être juste un petit bémol. On nous a quand même beaucoup alertés sur justement 1 an et demi de visioconférence sur les problèmes d'yeux et d'ophtalmologie. Ça coûte cher et pour les étudiants, c'est pas toujours facile. Et l'accès déjà à un rendez-vous, parce que ce sont des médecins qui manquent, mais spécialement pour les jeunes étudiants, c'était un sujet. Donc moi, je voulais revenir sur les expériences incroyables qu'on a entendues des campus en province. Je sais que c'est votre également quelque chose que vous partagez avec moi. Vous le dites souvent, même pour Parcoursup, on voit nos futurs étudiants entre guillemets s'agglutiner dans les grandes villes. Et aujourd'hui, on a des expériences extraordinaires en province. Et moi, j'ai le souvenir de l'enthousiasme de la présidente de La Rochelle, de Champollion, sur 3 sites différents. Et en fait, la crise, mais ça va continuer après, ont montré que le cadre de vie est aussi important. J'allais dire, enfin, aussi important. Le niveau est bien sûr très important, mais le niveau d'un premier cycle peut finalement se valoir à peu près partout. Et c'est bien pour des jeunes de commencer par une base dans un cadre de vie intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à valoriser dans les CPER à venir ? Parce qu'au fond, vous parlez des relations avec les collectivités locales et les CPER, de temps en temps, certaines villes ne se donnent pas les moyens de peut-être développer ces campus du futur, mais des campus surtout très chaleureux, où la vie étudiante sera au cœur de leurs préoccupations. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet à voir, parce que ça devrait devenir une priorité, je pense, pour les CPER. Vous avez parlé des tiers-lieux dans les campus. Moi, je regrette parce que finalement, j'avais pas eu de réponse quand un de mes maires m'avait sollicité pour me dire finalement, est-ce qu'on pourrait aussi avoir l'autorisation dans nos communes, pas forcément tout proche des campus et des universités, d'ouvrir nous aussi des salles, notamment dans nos associations qui ne peuvent pas avoir leurs activités traditionnelles, pour réunir des jeunes, pour qu'ils travaillent ensemble, comme faire des salles d'études, en fait des salles de classe, pour qu'en effet, ça les motive et en même temps que ça soit beaucoup plus chaleureux. Bon, alors certains l'ont fait du coup sans l'autorisation gouvernementale, mais voilà, je pense que c'était en effet un sujet. Non, mais parce que vous savez très bien que les préfets ont toujours été un petit peu plus stricts que peut-être que la volonté même du gouvernement. Et puis dernière chose qui m'a frappée également, vous avez parlé du handicap quand on a été notamment à Nanterre il y a 15 jours, et c'est pas d'ailleurs forcément votre budget qui est impacté, mais il y a beaucoup de difficultés en termes de moyens pour la mise en accessibilité de leurs locaux et pour, j'allais dire, le quotidien de ces personnes. Je vous donne l'exemple juste donc de Nanterre. En 2 ans, les effectifs d'étudiants atteints de handicap est passé de 202 à 750, alors que le budget restait constant. Donc voilà, il y a aussi sûrement quelque chose à faire. Est-ce que c'est de l'ordre aussi du CPER ou d'autres ministères concernés? J'en profitais pour tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Merci, chers collègues. Sonia de la Provôté, sénatrice du Calvados. Oui, merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, de votre présentation. Donc, moi, je vais revenir sur une étude réalisée 2 mois après le premier confinement sur 70 000 jeunes dont l'âge médian était 20 ans.
43% à un trouble de santé mentale, 11% d'idées suicidaires, 22% détresse profonde, 25% niveau élevé de stress, 16% dépression sévère, 28% un niveau d'anxiété élevé. Et là, on en était au début, en quelque sorte, et forcément, les choses ne se sont pas améliorées, et on le sait depuis, les chiffres se sont fortement aggravés. Et donc, moi, je vais vous interroger sur la rentrée universitaire que vous avez déjà évoquée, en disant qu'en ce moment, il y avait une espèce de recensement des actions, mais est-ce que vous avez un calendrier pour aborder cette rentrée universitaire dont on dit qu'elle pourrait être l'objet d'une 4e vague, même si rien n'est certain? On sait que, en tout cas, moi je l'ai entendu sur le terrain, que des consignes ont été données au rectorat pour envisager éventuellement la possibilité que la rentrée ne se fasse pas tout à fait dans des conditions normales, et au mieux en mixte, présentiel et distanciel. Et donc, avez-vous un calendrier pour présenter un cadrage qui, respectant l'autonomie des universités, pourrait être un minimum organisationnel à mettre en œuvre dans chaque rentrée universitaire, de façon à ce que les étudiants d'un établissement à l'autre se retrouvent dans des conditions minimum. Si l'établissement fait mieux, tant mieux. Mais en tout cas, il semblerait nécessaire qu'on puisse avoir ces éléments. Vous avez parlé de l'enseignement distanciel, on peut parler du bâtimentaire, on s'interroge beaucoup sur le devenir de ces grands amphithéâtres qui finalement, il semblerait que ce que nous venons de traverser a privilégié les plus petits groupes, les TP, les enseignements dirigés, et que le qualitatif trouve cette voie de cette façon-là. Ça veut dire quand même des gros investissements. En matière de santé, vous êtes intervenu, et effectivement, il y a besoin de mettre en œuvre les choses de façon assez forte. Et en matière de santé, vous demandez s'il est prévu une stratégie un peu ferme et structurée en matière d'autotest, de vaccination, de façon à ce que ces deux sujets-là, au cas où, soient envisagés. Puisqu'on est finalement, vous avez parlé du conjoncturel et du structurel. Le conjoncturel pourrait bien être une forme de fonctionnement, certes impromptue, non permanente, mais récurrente, et que donc le conjoncturel pourrait devenir du structurel intermittent. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être un cadrage et des choses à mettre en œuvre dans tous les domaines d'action, et notamment dialogue intercomposante dans les universités, dont on a vu qu'il n'était pas toujours aussi simple que ça à mettre en place, et le rôle des scolarités qui est devenu un rôle absolument majeur pour les étudiants, qui était leur îlot de sauvetage dans bien des situations, et donc repenser aussi du point de vue administratif, ou en tout cas renforcer le fonctionnement universitaire. Et puis je vais avoir une deuxième petite série de questions, mais vous ne m'en voudrez pas, vous comprendrez pourquoi, sur la réforme d'accès aux études de santé. Les chiffres que je vous ai annoncés, je pense que si on faisait la même étude sur les étudiants de cette année qui se sont frottés à la réforme, je pense qu'on ne serait pas avec des chiffres meilleurs, voire des chiffres plus graves. En tout cas, ça reste du domaine du possible. Les annonces ont été faites le 2 juin par le Premier ministre. Le 7 juin, un décret, vous avez répondu hier, a été publié en Conseil d'État. Vous avez répondu le 15 que pour les commissions exceptionnelles, elles n'étaient pas encore en place. Et donc, on aimerait savoir si une date est prévue pour la publication, parce que je peux vous témoigner d'un certain nombre de dysfonctionnements dans les facs à nouveau. Dans certaines universités, 48 heures avant, ils n'avaient pas reçu les convocations pour les oraux. Dans d'autres, les résultats ont été retirés. Je peux vous citer 5 universités où ça s'est fait. Des retards d'annonces ont été faits dans pas mal d'universités, avec des annonces plutôt fin juillet des résultats. Et les places avant le 30 juin attribuées en LAS 2 n'ont pas été publiées non plus. Donc, clairement, il y a un vrai sujet aigu, et donc ces commissions exceptionnelles, même si elles ne vont pas être la clé de toutes les solutions, étaient quand même, nous en avions chargé d'envisager des redoublements, de neutraliser la chance, la première chance, voire de pouvoir faire un passage exceptionnel en MMOP dans certaines conditions. Et donc, est-ce qu'il y a une date ? Puisque dans un certain nombre d'universités, on répond aux parents et aux étudiants que, faute de consignes, ça ne sera pas mis en place pour le moment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monique de Marco, sénatrice de la Gironde.
Bonjour, Madame la Ministre. Bon, désolée d'insister encore sur des questions complémentaires que nous vous posons. Moi, je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que vous n'avez pas répondu tout à fait à Monsieur Lafond, le Président, concernant le bilan en cours. Je comprends très bien qu'un groupe de travail peut se réunir pour préparer la rentrée et que vous ferez certainement le bilan des actions. Mais je rejoins un petit peu ma collègue en me disant, mais quel est le calendrier? Quand comptez-vous annoncer donc ce bilan, mais également les nouvelles mesures, celles que vous allez conserver ou améliorer, etc. Je prends l'exemple, par exemple, de la difficulté, de la détresse mentale des étudiants, qui n'est vraiment pas à prendre à la légère et qui va certainement s'amplifier, tous ces nouveaux élèves, ces étudiants qui vont venir, sachant quand même que le dispositif qui a été mis en place du chèque psy s'est montré quand même inefficace, puisqu'il y a eu, je crois, 900 étudiants qui, au mois de mars, qui ont pris ce chèque sur plus de 2,7 millions d'étudiants. Donc, il est vrai que c'était très complexe comme procédure administrative, ce dispositif. Bon, pour vous donner quelques pistes quand même de réflexion, et je pense qu'il serait nécessaire de travailler justement sur cette détresse mentale des étudiants, et comme on l'a souligné ma collègue. Ensuite, dans cette mission-là d'information, nous avons quand même vu la difficulté qu'avaient les étudiants pour le logement, pour se loger. Il a été question quand même des APL qui sont insuffisantes, et au-delà donc de la rénovation des logements qui ont été effectués dans les Crous, c'est ce qui a été quand même une très belle action. C'est vrai que moi je reste sur cette idée des 60 000 logements qui étaient prévus, où en est ce plan de construction si nécessaire, puisque dans certaines métropoles, il est extrêmement difficile aux étudiants de se loger à un coût convenable. Et également, pour terminer de toutes les questions, cette proposition, cette annonce qu'a fait le président Macron, et je reprends l'introduction de Monsieur le Président de la Commission, sur ces bourses, avez-vous des éléments que vous pourriez nous apporter aujourd'hui, dès aujourd'hui, quelques pistes de réflexion qui pourraient être envisagées? Je vous remercie. Merci. Une dernière question de Hussein Bourgi avant la prise de parole du rapporteur, et ensuite je vous laisserai le soin de répondre à toutes les questions. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur 2 points. Le premier qui concerne la réaction du ministère et de ses équipes sur le terrain lorsque le premier confinement a été décidé. Il se trouve que je suis élu du département de l'Hérault, donc à Montpellier, et sans vous faire offense, j'ai eu le sentiment qu'au début, vous n'avez pas nécessairement mesuré la gravité de la situation. Du jour au lendemain, les restaurants universitaires ont fermé. Alors je le concède, les CTU sont restées ouvertes. Mais les restaurants universitaires ont fermé du jour au lendemain. Et les étudiants se sont retrouvés complètement démunis, livrés à eux-mêmes du jour au lendemain. Une décision a été prise, appliquée aux restaurants universitaires, comme s'il s'agissait d'une brasserie classique ou d'un restaurant classique. Et c'est à ce moment-là que les collectivités locales, la région Occitanie, la ville de Montpellier, ont volé au secours des étudiants. Mais nous avons été confrontés à une difficulté. Nous siégeons au conseil d'administration du Crous, nous siégeons au conseil d'administration des universités, mais nous n'avons pas du tout les fichiers, le contact et le moyen de proposer de l'aide. Donc il y a des marges de progression nécessaires dans ce domaine-là, parce qu'effectivement, je considère que le rôle d'une région, et je suis conseiller régional, n'est pas uniquement de signer avec votre ministère et avec les autres ministères un contrat de plan État-région, et de venir siéger une fois par trimestre au conseil d'administration du Crous et une fois tous les 2 mois au conseil d'administration des universités. Ce n'est pas cela que je considère comme étant une relation partenariale entre des collectivités locales et le ministère que vous dirigez aujourd'hui. La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que les mesures qui ont été annoncées ont été particulièrement bienvenues. Vous voyez, quand c'est positif, je le dis. C'est positif dans les grandes métropoles urbaines lorsque vous annoncez le repas à 1 €. Mais quand vous êtes dans un département rural, et je pense en particulier à la Lozère, où il n'y a pas de restaurant universitaire, et où fleurissent les appels à l'aide des étudiants sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, mais sur Twitter aussi, disant « mais nous sommes oubliés ».
Il y avait les oubliés du Ségur, il y a eu aussi les oubliés du repas à 1 euro. Dans ces départements, dans ces villes moyennes, dans ces territoires ruraux, où il n'y a pas de restaurant universitaire. Et donc là, il a fallu attendre quelques semaines, quelques mois, pour que des conventionnements se mettent en place pour permettre à des étudiants d'être traités comme les étudiants qui sont dans les grandes métropoles urbaines. Et là, nous avons eu face à nous une France à 2 vitesses. Les étudiants qui sont dans les grandes métropoles, qui ont des BDE, des corpos, des syndicats, des associations étudiantes, ou des territoires où il y a des associations de solidarité qui ont répondu présentes sur le terrain immédiatement. Et les territoires ruraux ou des communes moyennes où il n'y a pas nécessairement ces BDE, ces corpos et ces syndicats pour faire ce travail que vous avez salué et que je veux saluer avec vous. Et là, on s'est retrouvé un peu démunis. Lorsque vous avez mis en place le chèque pour l'accompagnement psychologique, c'était une très bonne chose. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que le nombre de psychologues est très inférieur aux besoins et les services de médecine préventive, de manière générale, dans les universités, ne sont pas au niveau où ils devraient l'être aujourd'hui. Et je considère que la crise que nous avons traversée et que nous traversons ensemble doit nous conduire à tirer des leçons pour l'avenir. Nous n'étions pas préparés, notre pays n'était pas préparé, et je nous englobe tous ensemble, mais votre ministère singulièrement n'était pas préparé à faire face à cette crise. Demain, s'il y a une nouvelle crise, il faut que nous tirions les leçons de ce qui s'est passé cette fois-ci pour parer à l'urgence. Je veux aussi attirer votre attention sur 2 catégories d'étudiants que vous n'avez pas évoquées dans votre propos. Ce sont les étudiants ultramarins et les étudiants internationaux, qui se sont retrouvés finalement assignés à résidence. Contrairement à d'autres étudiants métropolitains qui habitent en métropole, ou dont leur famille habite en métropole, ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Eux se sont retrouvés assignés à résidence. Quand c'est dans une cité universitaire, c'était bien parce qu'il y avait une vie collective. Mais quand ils habitaient dans un logement privé en ville, là, il y avait un véritable isolement. Ils n'allaient pas en cours, ils n'avaient pas des camarades dans le même immeuble qu'eux, avec lesquels ils pouvaient converser, passer un moment. Et ce sont ces étudiants-là que j'ai rencontrés sur le terrain qui étaient dans une souffrance psychologique que vous ne pouvez pas deviner, que vous ne pouvez pas mesurer, d'une gravité extrême, parce qu'à la fois inquiets pour eux, inquiets pour leurs études, inquiets pour leurs parents qui avaient misé parfois sur eux. Je parle des étudiants internationaux, parce que venir faire des études en France, ça coûte de l'argent. Et quand vous avez toute une famille qui se sacrifie pour que vous veniez faire des études et que vous ne savez pas si ces études vont être finalement sanctionnées par le diplôme à la fin de l'année, est-ce que ce sera une année blanche ou pas? Ce sont ces réalités-là auxquelles nous avons été confrontés. Et donc c'est la raison pour laquelle j'aurais envie de vous entendre sur ces situations particulières. Les étudiants ultramarins, les étudiants internationaux, les étudiants qui sont dans les territoires ruraux, dans les communes de taille moyenne. Je terminerai, Madame la Ministre, en évoquant la situation sur un autre sujet, sur un autre registre, mais comme on parle des étudiants, des conditions de vie des étudiants en médecine, qui aujourd'hui crient leur inquiétude et leur détresse. Tout le monde s'accorde à dire que la réforme des études de santé arrive à un mauvais moment, en raison du contexte sanitaire que nous évoquons. Beaucoup s'accordent aussi à dire que les études d'impact n'ont pas nécessairement été clairvoyantes. Aujourd'hui, vous êtes face à un problème, nous sommes face à un problème qu'il nous faut résoudre ensemble. Lorsque je rencontre les étudiants en médecine sur le terrain, lorsque j'écoute la détresse de leurs parents, comme il y a 15 jours sur la place de la Comédie à Montpellier, où je suis allé là leur apporter mon soutien, j'ai le sentiment qu'on se parle, eux, leurs parents, les élus qui les soutiennent et vous, mais qu'on ne s'entend pas. Quand vous êtes sur un territoire comme celui de l'ex-région Languedoc-Roussillon, la faculté de médecine nous dit nous avons 360 places possibles. Vos services et de l'ARS nous disent c'est le nombre qu'il faudrait octroyer, mais que vous arbitrez pour 320 places. On ne comprend pas pourquoi il y a 40 places qui sont disponibles et qu'aujourd'hui, elles sont gelées. Alors quand je discute avec les universitaires sur le terrain, ils me disent que c'est un dialogue de sourds. Et finalement, la seule façon de sortir de cette crise, Madame la Ministre, tout le monde en rêve secrètement, c'est que le Conseil d'État, finalement, vienne rappeler le gouvernement et votre ministère
en disant finalement les mesures qui ont été prises, les arbitrages qui ont été rendus ne sont pas les bons. Et je trouve un peu dommage lorsqu'on évoque la précarité étudiante, lorsqu'on évoque l'inquiétude des étudiants, lorsqu'on évoque la situation très anxiogène que vivent ces étudiants-là, qu'on en soit là aujourd'hui à espérer que le Conseil d'État vienne sanctionner d'une certaine façon la politique gouvernementale mise en œuvre dans ce domaine. Je trouve ça un peu dommage. Et je considère que dans un pays comme le nôtre, on doit être capable de se parler les uns les autres, de faire des pas les uns en direction les autres. Tout le monde a gagné dans ce dialogue constructif, dans cette médiation qu'il faut absolument faire, et dans la parole de ces étudiants qu'il faut entendre. Merci, monsieur le rapporteur, pour une dernière question. Oui, merci, monsieur le président. Madame la ministre, juste deux questions complémentaires. Je remercie Monique de Marco d'avoir réinsisté sur les deux éléments, le plan 60 000. Vous les avez notés parce que on sait que la problématique logement et la problématique revenu est évidemment fondamentale. Deux questions complémentaires, comme l'ont dit Laure Darcos et aussi Hussein Bourgui. On a été favorablement impressionné par l'organisation dans certaines villes moyennes, mais ça n'a rien de péjoratif évidemment de le dire ainsi, des parcours étudiants mis en place, et en se disant que ça pouvait tout à fait être adapté effectivement à un premier cycle. C'est adapté à la fois à un premier cycle et aussi l'âge des étudiants qui, dans le premier cycle, sont jeunes par définition et ont parfois besoin d'être à proximité de leur milieu familial. Évidemment, ce schéma repose sur un partenariat avec les collectivités locales fort. On voudrait savoir où vous en êtes sur ce sujet du partenariat, notamment par rapport au CNUS. Est-ce qu'il y a un certain nombre de demandes actuellement de collectivités locales qui seraient prêtes à aller plus loin? Je pense à la question de la restauration que vous avez évoquée avec l'accès aux restaurations des collectivités. Est-ce que là-dessus, il y a des demandes particulières qui pourraient être développées? Et puis le deuxième sujet que je voulais évoquer pour terminer, c'est le rapport sur la diversité sociale et territoriale de l'enseignement supérieur qui a été établi par Martin Hirsch. Il y avait deux propositions sur lesquelles on s'interroge. Donc évidemment, votre analyse nous intéresse. D'abord sur le pré-contingent pour les élèves des grandes écoles où les frais de scolarité, on le sait, sont élevés. Est-ce que ce pré-contingent est une formule pertinente? Quel est votre point de vue là-dessus? Et puis, sur la question de l'emploi étudiant, il y avait un certain nombre de propositions, notamment dans ce rapport, dont notamment l'idée de faire évoluer le statut d'étudiant salarié. Est-ce que ça fait partie des pistes de travail qui sont notamment confiées au groupe de travail que vous avez installé? Madame la ministre, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de répondre à peu près dans l'ordre, puisque finalement vos questions ne sont pas si redondantes que ça, donc ça va me permettre de vous donner toutes les infos que j'ai en ma possession. On va démarrer par la question des logements, parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Donc le plan 60 000, vous avez raison, je crois qu'il faut le reconnaître. On aura beaucoup de mal à atteindre 60 000 logements, d'autant plus que la rénovation des logements Crous a en général diminué les capacités d'accueil. Donc, néanmoins, je pense que la rénovation, c'était quand même assez essentiel. On a des raisons qui expliquent l'écart à l'objectif. La première raison, si je puis dire, c'est vraiment le problème du foncier. Et le problème que le contexte des élections municipales ne nous a pas complètement aidé sur ce sujet du foncier. Voilà, on avait des villes qui étaient parfois... Alors après, on a des villes qui sont totalement réticentes à l'installation d'étudiants, voilà, et puis qui veulent bien des résidences étudiantes, mais à la périphérie de leur commune, même si c'est elles qui ont l'université. Et puis il y en a d'autres pour lesquelles ça a été plus compliqué. Bon, la pandémie, oui, mais pas plus que... oui, aussi. La frilosité des bailleurs, qui a été aussi un élément
voilà, un élément, on va dire, qui a freiné. Donc, on a évidemment pris des mesures pour relancer le processus. Hein. D'abord, on a modifié par décret les aides à l'investissement pour la construction, l'amélioration et l'acquisition de logements locatifs suite à la loi Élan, avec la possibilité de réserver des programmes pour les jeunes de moins de 30 ans, dont évidemment les étudiants font partie. On a élargi aussi le périmètre de capacité à construire des résidences étudiantes à d'autres types de bailleurs. Et puis, on a transformé le bail de mobilité avec une clause de non-solidarité en cas de colocation. Après, très sincèrement, le modèle des campus, et ça m'amène à une autre question qui a été évoquée, qui était votre question, monsieur le sénateur Piednoir, sur l'attractivité des campus français versus d'autres campus. En fait, en France, il y a eu à un moment un grand choix, hein, campus excentrés, sortis de ville, qui sont des vrais campus au sens où autour on peut construire, on peut prévoir les logements, etc. Ou campus cœur de ville, avec des universités dont les facultés qui auparavant étaient autonomes, hein, si je puis dire, se sont agrégées pour former les universités, mais alors elles sont réparties de partout. Hein. Et donc on a des universités qui ont 55 sites d'implantation, puis on en a d'autres qui ont 2 campus, où il y a tous les étudiants. Et ça, évidemment, ça ne peut pas se gérer pareil. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur ces questions de PLU avec les collectivités. Et c'est pour ça que il faut à la fois qu'on arrive à passer des accords, et ça c'est vraiment dans le cadre des dialogues stratégiques des établissements, pour qu'on puisse regrouper, parce que ça peut intéresser la commune de récupérer tel terrain, voilà. Et il faut qu'on travaille la dévolution. Et donc j'ai lancé une 3e vague de dévolution. Et comme il faut faire attention quand même avec la dévolution, parce que je me rappelle d'avoir été auditionnée par le Sénat dans ma précédente vie, et que j'avais expliqué que, vu le montant consacré par l'État au maintien et à la réhabilitation de ces bâtiments, hein, c'est vrai qu'on avait des bâtiments qui étaient un peu vieillissants, on va dire ça comme ça, surtout pour les universités qui ont été construites en vitesse, si je puis dire, au début des années 70. Et où tous les bâtiments ont le même âge. Et donc, quand ça commence à tomber, ça tombe de partout. Voilà. Bon. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le travail avec les collectivités. Et puis, il faut aussi travailler avec les régions. Et on a aussi un vrai besoin de compétences. Donc, la dévolution patrimoniale à un établissement qui n'a pas vraiment de compétences en gestion du patrimoine, ça peut être une catastrophe. D'où l'idée de travailler sur des dévolutions partielles. C'est-à-dire que parce qu'on passe un accord avec une collectivité, etc., on a la dévolution d'une partie de son patrimoine. Du coup, on peut vraiment passer un accord et on apprend, si je puis dire, sur un bâtiment. Et alors, l'idéal, et ce sera probablement dans la loi 4D, enfin en tout cas je l'espère, c'est qu'on arrive à faire des sociétés d'économie mixte et qu'on ait les collectivités, les régions qui savent faire, qui prennent en charge. Voilà. Alors, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Hein. Dans le cadre des contrats de plan État-région, à un moment, c'était le cas. C'est-à-dire que les collectivités étaient maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre. Mais si ça dérape en termes de délai, en termes de besoin de financement, etc., du coup, c'est elles qui payent. Donc, voilà. Donc, le problème est identifié, la complexité du problème est là. On lance une 3e vague de dévolution, on autorise la dévolution partielle pour qu'on puisse faire des expérimentations sur des petits volumes et pas directement sur des centaines de milliers de mètres carrés. Et grâce à la dévolution, on peut du coup aussi utiliser des surfaces de campus pour les universités organisées en campus où on peut faire du logement étudiant. Voilà. Et donc, c'est tout ça qui doit être
qui doit être mis en place. Mais oui, donc le partenariat avec les collectivités, il est absolument essentiel. La question du prêt contingenté. Alors, la question du prêt contingenté, c'est une chose, bon, on y réfléchit. Hein. Je vais vous dire très sincèrement pourquoi ça me semble une idée, mais pourquoi ça ne peut pas être la seule idée. Parce que je crois que la capacité à engager un prêt pour financer ses études, quand on vient d'une famille où personne n'a forcément fait d'études, ça nécessite une confiance dans l'avenir, c'est-à-dire dans la capacité à s'endetter, qui me paraît pas forcément répandue chez tous les étudiants. Voilà. Donc précontingenté, pourquoi pas, ça fait partie des solutions. Seulement précontingenté, ça me paraît trop restrictif. Mais voilà. Emploi étudiant. Emploi étudiant, moi je suis vraiment pour qu'on développe ça, parce que ça fait partie pour moi de la vie étudiante. Mais pour moi, il y a deux réserves majeures, enfin deux lignes majeures à ne pas franchir. C'est le volume horaire par semaine. Au-delà, on le sait, au-delà de 12, 15 heures, on sacrifie une part de ses études. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit simple. Parce que quand vous êtes président d'université et que pour faire travailler un étudiant 4 heures dans la semaine, vous devez faire un contrat, autant dire que bon, c'est pas vous qui le faites, hein, c'est vos services, mais enfin, ils ne peuvent pas faire autant de contrats que de nombre de fois où on a besoin d'un étudiant pendant 4 heures. Donc il faut qu'on simplifie drastiquement la capacité à recruter des étudiants pour une mission. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec évidemment le ministère du Travail, mais aussi avec le ministère des Solidarités et de la Santé. La question, alors, est-ce qu'on exonère des cotisations? Est-ce qu'on fait l'équivalent d'un chèque emploi service pour les étudiants? Comment on fait? Et c'est en fait très complexe. Et je suis dessus depuis un petit moment, mais voilà, je pense qu'on va y arriver. Mais l'emploi étudiant, c'est quelque chose qui en plus participe justement de la vie de campus. Voilà, vous surveillez une salle d'études où il y a des ordinateurs, en même temps que vous travaillez. Voilà, enfin, vous travaillez vos cours, je veux dire. Vous pouvez travailler vos cours, tout va bien. En tout cas, c'est beaucoup mieux que de faire station-service la nuit. Donc voilà. Et sur la question des réflexions qui sont en cours sur la réforme des bourses sur critères sociaux, etc., je crois qu'il y a d'abord un vrai sujet à trancher. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Hein. Les pays du Nord sont des pays où on met en avant l'autonomie du jeune. Les pays du Sud sont des pays où les politiques sociales sont familiales. Et nous, on est un pays entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie des aides qui sont individuelles pour l'étudiant, et une partie des aides qui dépendent de la famille. Bon. Donc, c'est le premier choix à faire. Et après, en fonction de ça, on peut décliner un certain nombre de solutions pour les réformes vraiment profondes et structurelles. Et dans ce cas-là, il faut évidemment que, avant toute chose, on ait un guichet unique. C'est-à-dire qu'on arrête de demander des bouts d'aide à 52 endroits. Et donc ça, c'est pareil. On a déjà des jolies expérimentations. On a par exemple des régions qui prennent en charge les bourses sur critères sociaux pour certaines formations. Je pense aux IFSI, etc. Qui travaillent avec les Crous, qui eux savent, payer en temps, en heure, massivement, etc. Voilà, on commence à... Et ça reste évidemment des bourses des régions. Personne ne dit que c'est des bourses de autre chose que les régions. C'est aussi très important. Hein, voilà. Mais donc il y a des choses qui ont été mises en place là, justement, je le disais, et qu'il faut qu'on arrive à conserver. La question de la santé et notamment de la santé mentale des étudiants. Donc ça, c'est à la fois une de vos questions et puis c'est aussi une de vos questions, je crois, monsieur le sénateur Bourgi. Et puis vous l'avez aussi évoqué, madame la sénatrice de Marco. C'est
plus de 6700 étudiants qui ont utilisé le système consultation en ligne. C'est plus de 18 000 consultations et c'est plus de 1300 professionnels qui ont accepté d'être sur la plateforme. Et alors là, vraiment, tout l'intérêt, au-delà de renforcer la présence des psychologues dans les SSU, c'était justement de lever la problématique de où est-ce que je suis quand j'ai besoin d'un psychologue. On a beaucoup discuté et j'ai souvent entendu « oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut passer par un médecin ». Oui, il faut passer par un médecin parce qu'il faut que le médecin voie le jeune, l'étudiant, et décide si la prise en charge, elle est psychologique, si elle est psychiatrique, si elle est médicamenteuse. Enfin, et ça, c'est un acte médical. Et donc, c'est dans un parcours de soins qu'on doit placer le psychologue. Mais voilà, c'est une mesure qui est efficace et qu'on maintiendra, voilà, probablement, peut-être en l'améliorant encore un peu, parce que vous avez raison, hein, la détresse psychologique ne va pas retomber comme ça. La détresse psychologique, elle a été presque plus visible au début de l'année universitaire qu'à la fin du premier confinement. Il y a eu une espèce de stress de retourner et que ça recommence. Et malheureusement, ça a recommencé. Donc voilà, je crois que c'est important qu'on travaille là-dessus et qu'on travaille sur la télémédecine, hein, parce qu'on ne pourra pas mettre des SSU partout. Et les BAPU, ça ne dépend pas des universités, malgré le U. Mais par contre, ils se sont mis à travailler avec les universités, donc c'est mieux. Le calendrier des annonces, ce sera probablement au mois de juillet, hein, traditionnellement. C'est là qu'on a les décisions définitives. Donc je peux déjà vous dire qu'on va continuer à accompagner en aide psychologique. Il y a une demande très forte qu'on va probablement, qui sera aussi probablement continuer à la rentrée, c'est celle des tuteurs. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on va mieux accueillir aussi les étudiants qui sortent du bac cette année et qui sortent d'une année de terminale qui n'a pas été complètement simple, même si le bac 2020 était encore plus compliqué, parce que si on y pense, ça avait complètement fermé. Là, l'année, elle a été compliquée, mais néanmoins, dans les lycées, ils ont pu rester à minima au présentiel. Bon, voilà. Et j'ai déjà annoncé qu'on n'augmenterait pas ni le prix de la rentrée universitaire, ni le prix des chambres. Enfin, voilà, on est en train d'essayer de travailler ça. Et on aura quelque chose qui sera complètement stabilisé, probablement à la mi-juillet, c'est à peu près à ce moment-là. La quatrième vague à la rentrée. Alors vraiment, on espère tous que non, hein, mais néanmoins, comme le pire n'est jamais certain, mais autant y être préparé, on a fait un recensement, et ça répond aussi en partie à votre question, monsieur le sénateur Sarazi. Là, on est en train de recenser les besoins en équipement des établissements. On n'est plus sur de l'appel à projet, on est sur de l'équipement. Donc l'équipement, c'est une chose. Maintenant, il faut être très clair. Si vous n'avez pas de porteurs de projet, si vous n'avez pas des équipes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de se former, qui ont envie de changer complètement leur façon d'enseigner, c'est pas parce que vous avez des vidéoprojecteurs magnifiques qu'il va se passer quelque chose. Donc, l'appel à projet, il a pour intérêt que des groupes de gens qui ne se connaissaient pas forcément avant au sein d'un établissement se parlent et s'associent pour répondre. Voilà. Et donc, en fait, l'appel à projet qui a eu lieu, donc vous avez parlé des différents IDEFI et autres appels à projet, nouveaux campus universitaires, nouveaux cursus universitaires, etc., qui étaient dans le PIA précédent, mais cet été, on a fait un appel à projet où, globalement, au-delà de ce qui a été sélectionné, on a donné des financements à tous ceux qui avaient proposé quelque chose. Là, on va s'occuper de la part investissement, si je puis dire, et puis après,
comme je vous le disais tout à l'heure, la relation à l'enseignement numérique est un tout petit peu ambiguë encore. Je crois que les gens ont aussi besoin de prendre du recul, parce que tout le monde est épuisé, à juste titre, hein. Et donc, voilà. Mais c'est quand même important, cette notion d'appel à projet, parce que vous avez des gens de facs différentes, qui parfois sont dans des campus très différents, qui travaillent ensemble. Vous avez aussi des conférences de doyens. Si je prends l'exemple pour moi le plus important, c'est STAPS ou c'est MIAGE, où là, c'est toutes les facs ou toutes les formations qui se sont mises ensemble pour construire une offre de formation modulaire. Après, chacun prend ce qui lui va dedans. Et ça peut se faire que par appel à projet. Hein, on ne peut pas le générer autrement. Mais en tout cas, on n'espère évidemment pas qu'il y aura une 4e vague, mais néanmoins, l'été dernier, on avait déjà anticipé, hein, à la sortie du confinement, tout le monde était en train de préparer une rentrée à distance. Et on avait prévu du présentiel, on avait prévu du 50%, on avait prévu du 20%, on avait prévu du 0%. Bon, voilà. Et la difficulté, c'était les équipements. Donc là, on sera prêt, et puis on s'en servira pour autre chose. En tout cas, je l'espère. Les autotests sont déjà dans les établissements. Hein. Mais là c'est pareil. Hein, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Il y a plein d'établissements qui ont installé, par exemple, la capacité de se faire tester par PCR sur place. Mais sauf qu'un étudiant, c'est un adulte, hein, il va se faire tester n'importe où, il ne va pas forcément se faire tester là. Donc ce qui est important, c'est qu'on ait des autotests à dispo, mais par contre, on ne va pas imposer les autotests avant de rentrer en salle de cours. Pareil pour les vaccins, on va organiser, notamment pour les étudiants internationaux, parce qu'on sait qu'il y en a qui viennent de pays où la vaccination n'est pas vraiment mise en place encore complètement. On va faire en sorte qu'ils puissent être vaccinés en arrivant. Voilà. Donc tout ça, c'est en train d'être travaillé, c'est en train d'être prévu pour être mis en place. Spécifiquement sur les études de médecine. Donc le décret en Conseil d'État a été enregistré le 7, effectivement. Toutes les universités ont été prévenues par courrier. D'accord. L'arrêté, moi je sais ce que j'ai signé, hein, donc voilà. Après, oui. Non, mais il faut faire attention, et j'y reviendrai avec vous, Monsieur Bougie, tout à l'heure sur ce que disent les gens et la réalité, qui est factuelle et vérifiable. Hein. L'arrêté, il sort soit vendredi, soit lundi. Voilà. Oui, les résultats ont été retardés parce que parmi les mesures, il y a des sessions de rattrapage. Donc, forcément, on ne peut plus donner les résultats avant d'avoir fait passer le rattrapage. Voilà. Parce que néanmoins, à la fin, c'est quand même une question de classement, puisque c'est quand même très sélectif, les études de santé. En arriver à dire qu'on espère que le Conseil d'État va casser le système, il va falloir aller l'expliquer aux 2000 jeunes de plus qui vont accéder aux études de santé cette année quand même. Hein. Ils seront 16 500, d'accord, contre 14 000 l'année dernière. Ils seront plus de 10 600 à entrer en médecine. C'est 1750 de plus que l'année dernière. Moi, je peux entendre que ça a été compliqué, c'est vrai. Je peux comprendre que les informations, elles étaient difficiles à obtenir, c'est vrai. C'était compliqué pour tout le monde. C'était d'autant plus compliqué qu'on était quand même dans la filière médecine et que les professeurs d'université sont aussi des praticiens hospitaliers. Donc, je ne vous rappelle pas dans quel état a été l'hôpital, mais enfin, voilà. Il y a eu vraiment quasiment pas, je ne peux pas dire jamais, parce que on ne peut jamais dire jamais, mais il n'y a pas eu de mauvaise intention de qui que ce soit, d'accord. Par contre, il y a une chose sur laquelle je vais être très clair, d'accord. Ça n'est pas le ministère qui fixe le nombre d'admis. Il faut être très clair là-dessus, d'accord. Donc, quand on vous dit on peut faire 360, le ministère nous impose 320. Je ne sais pas qui vous dit ça, mais par contre, on va se parler tout à l'heure tous les deux. Si vous voulez bien me le dire, moi, je vais vérifier quand même cette information ce soir auprès de la personne qui vous l'a donnée, parce que c'est tout l'objet de la réforme, d'accord. Et
nous, ce que nous avons fixé avec le ministère des Solidarités et de la Santé, et c'est le principe d'un numerus apertus, c'est la barre en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. Voilà. Donc, s'ils peuvent faire 360, voilà, mais je peux appeler le président Auger, hein, si c'est Montpellier, ou je peux appeler son doyen. Il va falloir qu'on m'explique comment c'est possible qu'on dise à un sénateur que c'est le ministère. Voilà. Donc, on va régler ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas, mais enfin, c'est quand même invraisemblable. De la même façon que nous avons fixé en numerus apertus pour l'année prochaine, et ça, voilà, c'est public, hein, qu'en aucun cas, il ne pourrait y avoir moins d'étudiants que cette année. Voilà. Par contre, ils peuvent faire plus, mais ça, c'est entre l'université et l'ARS. Et une fois de plus, pour finir, qu'on ne dise pas que c'est une question de moyens, il y a plus de 19 millions d'euros qui sont prévus pour accompagner cette réforme. Donc, je pense qu'on va s'en sortir. Qu'ensuite, il y ait un certain nombre de personnes qui considèrent que parce que eux sont passés par là, c'est la seule bonne façon de devenir médecin. Ça, je vous confirme que je l'ai aussi entendu. Voilà. Et que ce qui consiste à dire « j'espère que ça va foirer, parce que comme ça, on va revenir comme avant », je l'ai entendu aussi. Et donc, je vous le confirme, ça ne va pas redevenir comme avant. On ne va pas revenir à des QCM stupides. Voilà. En tout cas, je vais être très très clair là-dessus. Sur la question, monsieur le sénateur Bourgi, des repas à 1 euro. Bon, on a passé des conventions. C'est vrai que la première, elle a été un peu douloureuse parce que personne n'avait jamais conventionné pour utiliser des cantines non universitaires. Hein, voilà. Depuis, on en a signé quasiment partout. Je crois qu'il reste 7 endroits ou 8 endroits dans lesquels on n'en a pas signé. On va vérifier quand même qu'on ait signé une à Thionville, puisqu'on y installe un IUT. Voilà, on va essayer d'anticiper ça. Bon, voilà, il faut que... C'est vrai, hein, chaque fois qu'on fait pour la première fois quelque chose, c'est quand même pas... ça va pas super vite. Il y a eu des mesures spécifiques pour les étudiants ultramarins l'année dernière, hein, entre le MESRI et le ministère des Outre-mer, sur la question des billets d'avion, sur les aides, etc. Mais vous avez raison, le drame absolu, ça a été les étudiants internationaux. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert et doublé toutes les aides spécifiques. C'est les seules aides auxquelles ils ont droit. Voilà, ils peuvent les solliciter. C'est à peu près 70% des étudiants qui sollicitent ces aides sont des étudiants internationaux. C'est pour ça qu'on a passé le repas à 1 euro pour tous. C'est parce qu'effectivement, ils étaient dans une détresse multiple. Voilà. Déjà, ils sont loin de chez eux, par définition. Là, ils se faisaient du souci pour leur famille. Ils ne pouvaient pas rentrer. Ils avaient peur de rentrer et de ne pas pouvoir revenir. Mais c'est aussi pour ça que je me suis toujours attachée, et j'espère que j'ai réussi à le faire, à dire, avec l'ensemble des établissements, hein, qu'il n'y aurait pas de diplôme dégradé et qu'on validerait l'année. Et que c'était dur, et que c'était compliqué, et que c'était à distance, et qu'il fallait inventer des choses tous les jours, mais qu'on ne ferait pas d'année blanche. Parce que, voilà, c'était juste pas envisageable, et donc je suis contente qu'on ait pu régler ça. Donc, l'accompagnement particulier à la rentrée, Monsieur Piednoir, je vous ai répondu, c'est la question des tuteurs. Le patrimoine à rénover, sur les 1,3 milliard d'euros de rénovation, c'est à la fois de la rénovation énergétique et, pour vous répondre, Madame Darcos, c'est aussi le volet handicap a été pris en compte. Donc là, vraiment, on a utilisé au maximum le plan de relance. Nous, je pense qu'on a autorisé toutes les demandes de tiers-lieux, en tout cas en lien avec l'enseignement supérieur. Hein. Après, on a labellisé, pas labellisé, financé, pas financé, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de difficulté particulière avec ça. Je pense que vous pensez au tiers-lieu
généraux, on va dire, qui eux effectivement sont sous la conduite des préfets. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté pour ça. Et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, oui, vous avez raison. Alors, sur les, là, vous avez raison, de toute façon, on manque d'ophtalmo. Hein. Après, le dispositif qui a été mis en place, qui est à 1 euro, il fonctionne maintenant. Hein. Donc, les étudiants, évidemment, peuvent y avoir accès. Mais il faut effectivement qu'ils pensent à consulter. Mais l'idée, c'est que, je terminerai là-dessus, hein, les établissements, enfin là vraiment on est en train d'en parler avec eux, sur la contribution vie étudiante et de campus. C'est essentiel que, bon, évidemment il y a plein de choses qui n'ont pas pu être faites dans le contexte de la pandémie, mais c'est essentiel qu'ils mobilisent ce qui n'a pas été dépensé potentiellement l'année dernière pour en toute priorité mettre en place ces centres de santé. Vraiment... je crois que c'est essentiel. Voilà. Merci Madame la Ministre. J'ai essayé de donner la parole à tous les groupes et j'ai censuré le mien d'ailleurs. Mais c'est la neutralité que doit s'imposer un président. Mais Monsieur Fialer, sénateur du Rhône, allez-y pour finir. C'est juste un petit complément de réponse. On a parlé de territorialisation, de numérique. Je ne vous ai pas entendu parler des campus connectés. Est-ce que c'est... J'attendais la réponse, pour ça que je ne posais pas de questions, mais j'y reviens. Pardon, alors... En quelques mots, Madame la Ministre, parce qu'après, il faut qu'on vous libère. Les campus connectés, hein, c'est vraiment un succès. Enfin, voilà. Alors, effectivement, c'est du sur-mesure, mais c'est plébiscité par les jeunes. On a fait, par exemple, plus 40% d'accès post-bac dans les villes, dans certaines des villes où on a installé des campus connectés. Voilà, donc on va continuer à en faire. Voilà, il faut qu'on trouve les financements, mais on les trouvera parce que ça a vraiment du sens de pouvoir le faire. Et puis on a des collectivités qui, c'est ce que disait Madame Darcos, hein, sont prêts à les faire du moment que nous on garantit le lien avec une université, l'encadrement pédagogique, ils se débrouillent, ils trouvent les locaux, enfin voilà. Voilà. Et il faut qu'on développe encore l'offre de formation dans ces campus-là. C'est aussi beaucoup utilisé en reprise d'études. Enfin, voilà, c'est vraiment... On va poursuivre ça. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Notre mission d'information rendra sous la gouverne de Monsieur le rapporteur son rapport. Et ensuite, comme vous l'avez compris, il y aura un travail d'échange avec le Sénat, mais nous savons que vous êtes toujours très disponible pour échanger avec notre commission, les autres, et avancer des sujets qui sont extrêmement importants. Au nom de cette mission d'information, je voulais vous remercier encore une fois, Madame la Ministre, pour la qualité de vos présentations et puis de l'information que vous nous avez donnée. Et puis je donne rendez-vous à tous les collègues pour la remise officielle du rapport.